Lorsque votre plan sur 5 ans devient un plan sur 5 jours, vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, un peu plus tôt dans l'émission, Gilles Proulx se réjouissait du fait qu'il y a une gang qui avait déboulonné la statue de McDonald parce que il était un ennemi du peuple canadien-français. Est-ce que tu partages sa joie, Mathieu? Non, mais tout en ayant aucune sympathie pour Johnny McDonald, c'est le moins qu'on peut se dire, qui est un personnage dans l'histoire que je n'apprécie pas, mais pas du tout, disons-le, de cet euphémisme. Mais le fait est que ce geste s'inscrit dans un contexte plus large en ce moment, qui est celui de la tentation de déboulonner systématiquement les statuts. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit maintenant ici autour de Johnny McDonald, parce que, premièrement, il y a la question de la méthode et de la manière. On est devant des groupuscules d'extrême gauche dont la cause aujourd'hui, dont l'objectif, c'est le définancement de la police, donc l'abolition de la police. Des groupes d'extrême gauche qui se permettent, qui s'autorisent la violence politique pour faire atteindre leurs objectifs. Donc là, on est devant des gens qui disent la loi ne nous concerne plus, le droit ne nous concerne plus, le respect des règles ne nous concerne plus, notre cause est tellement légitime qu'on a le droit d'être violent. Deuxième élément, on peut ne pas apprécier McDonald's, ce qui est mon cas, mais il n'en demeure pas moins que c'est le fondateur ou un des grands fondateurs du Canada moderne, du Canada de 1867, et aucun personnage historique n'est immaculé. Ça, il faudrait se le rappeler. Quand on pense, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, Roosevelt, aux États-Unis, détestait les Canadiens français. Jean-François Lisée l'a rapporté dans son livre « Dans l'œil de l'aigle ». Il n'a pas fait de politique comme avec les métis pour McDonald, évidemment, mais il nous détestait. Bon, aurais-je l'idée, parce qu'il nous détestait, de dire qu'il faut en finir avec la mémoire de Roosevelt. On peut faire une longue liste des hommes politiques qui, d'une manière ou de l'autre, ont un côté très sombre. On peut penser à De Gaulle, le traitement qu'il a réservé aux harkis et aux pieds noirs. Exactement, Churchill et les Indiens. Oui, voilà, Churchill en même. Donc, les hommes politiques, les grands hommes politiques ne sont pas immaculés, puis ils ont souvent de vraies choses, de vraies choses qu'on peut leur reprocher. Mais là, si l'enjeu, c'est de réduire ces personnages à leur part d'ombre, réduire ces personnages à leur part sombre, réduire ces personnages à la part nocive de leur héritage, eh bien, on va arriver tôt ou tard dans un monde qui va être complètement neutralisé, aseptisé. On va un monde absolument horizontal où plus rien ne sera célébrer ou commémorer ou simplement mentionner, parce que d'une manière ou de l'autre, ça finit toujours par vexer quelqu'un. Puis dernier élément qui me semble assez important dans tout ça, alors, j'ajouterais, je me dis en passant que là, c'est McDonald's, puis quand McDonald's va tomber, eh bien, on va en trouver d'autres statuts. Aux États-Unis, il faut pas se tromper. On a commencé avec les généraux confédérés, puis ensuite, il y en a qui ont dit, il faut faire tomber Washington, il faut faire tomber Jefferson, faut faire tomber, quand même, c'est quand même. Et le dernier élément, puis ça me semble assez important, où était la police depuis... J'essaie d'imaginer, est-ce qu'elle n'a pas de responsabilité minimale, la police, de protéger le bien public là-dedans? Puis dernier élément, quand on a lu, je sais pas si tu l'as lu, mais le texte que Valérie Plante a publié, je l'ai lu sur Facebook, moi, pour condamner, entre guillemets, les manifestants, mon Dieu, la condamnation est molle, la condamnation est hésitante, puis ensuite, elle n'arrête pas d'expliquer à quel point elle les comprend, puis en dernière instance, elle fait son message en bilingue, elle, qui est donc une complice objective de l'Organisation de Montréal. Donc moi, à travers tout ça, je trouve que c'est un contexte toxique d'américanisation des mentalités, d'importation de débats qui ne sont pas les nôtres, de méthodes qui ne devraient pas être les nôtres. Devant tout cela, je peux comprendre là, qu'on n'aime pas Johnny McDonald, je l'aime pas, mais l'enjeu, c'est pas ça en ce moment. Si on veut changer la statue à la rigueur, il y a des méthodes démocratiques pour dire il y a une consultation, elle est prise, il y a une délibération, on en arrive là, mais apparemment, la démocratie est une méthode trop lente pour exactement, parce que là aussi, il y a une abdication des autorités, c'est-à-dire que les gens disent, OK, bon, vous voulez pas la statue, fait qu'est-ce qu'on fait avec cette statue-là? On va peut-être la mettre ailleurs, on va peut-être l'envoyer en Alberta, tout ça. Non, remettez la statue à sa place, parce que c'est pas une petite gang d'excités qui vont décider de notre statuaire à Montréal. Oui,
Oui, et puis on pourrait donner d'autres exemples. Imaginons là, qu'une bande d'excités de droite, doit en avoir une ou deux, qui décide de s'en prendre à la statue de Normand Béthune, parce que Normand Béthune avait une complaisance pour Mao. Mao, c'est quand même pas globalement un type bien dans l'histoire du 20e siècle. Puis Béthune avait beau avoir les plus nobles idéaux, il n'en fut pas moins complice d'un homme qui allait verser dans le totalitarisme. Bon, est-ce que la police serait aussi discrète? J'ai des doutes. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'asymétrie là-dedans. C'est comme si on considère que la violence d'extrême gauche, la violence qui se réclame des antifas, du socialisme, est une violence qui est toujours comprise, acceptée, relativisée, alors que on est inversement, je suis pas certain qu'on aurait le droit à la même clémence, disons ça comme ça, pour des groupes radicaux de droite qui feraient la même chose. Donc on est dans une espèce de climat mental asymétrique, un environnement médiatique et politique toxique, puis à travers tout ça, il faut le dire, c'est un retour partout en Occident de la violence politique. Les passions politiques se réchauffent, nos sociétés s'écartèlent, deviennent les tendances radicales prennent le dessus, les idéologies radicales reviennent à la mode, et à travers tout ça, c'est la possibilité d'un dialogue minimalement serein qui se décompose. Ceux qui croient au débat sont de moins en moins nombreux dans l'espace public. Faut pas oublier que l'extrême gauche, la gauche radicale, théorise aujourd'hui la nécessaire fin du débat, en disant que le débat, ça consiste à mettre à armes égales les héritiers des sociétés patriarcales, à reconduire, le privilège des sociétés patriarcales, autoritaires, cis, hétéronormatives, racistes, sous le signe du débat libéral. Alors, il faut voir que nos sociétés sont de plus en plus soumises à la violence idéologique et politique, et on peine à s'en rendre compte, parce c'est comme si dans notre tête, ça appartenait au passé à jamais, la violence politique. Comme si ça appartenait au monde de la guerre froide, d'avant le monde des années 90 et de la mondialisation. Non, c'est le retour des sociétés violentes. Tout à fait. Et Mathieu, j'ai terminé la lecture du Monde d'hier de Stefan Zweig, qui a été écrit dans l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre, et c'était un Autrichien qui montre comment le fascisme grandit et comment ça a permis à Hitler de s'installer, et c'est sur les années 30, et écoute, je lisais ça, le Monde d'hier, mais il parle d'aujourd'hui, il y a une correspondance entre les années 30 et aujourd'hui. Moi, la littérature, dans ce qu'elle a de meilleur, révèle ce qu'on pourrait appeler les dispositions éternelles de l'âme humaine. Je me permets de référer à un autre livre parce qu'il, qui à mon avis, nous parle aussi d'aujourd'hui, c'est La Steppe rouge de Kessel. Kessel, c'est son premier livre. Et il raconte comment, dans une société, quand la révolution arrive, alors là, on n'est pas dans une révolution en ce moment, au sens brutal du terme, mais quand les passions se réchauffent, les hommes les plus ordinaires, les plus qui étaient dans une vie assez stable, rangée, peut-être ennuyante, c'est comme si se réveillait pour eux la possibilité de l'aventure. La violence excite chez eux une part enfouie, une part neutralisée, une part refoulée. Et là, c'est comme si la violence révolutionnaire ou le radicalisme politique ou la révolution autorise les passions les plus basses à se maquiller des idéaux les plus beaux. Et là, on est là-dedans, je crois, aujourd'hui. Et je pense qu'on doit retrouver ces romans, ces grands morceaux de la littérature, en fait, qui nous éclairent sur les temps présents. La Steppe rouge de Kessel, assurément le Monde d'hier de Stefan Zweig. On pourrait en nommer quelques autres, j'oserais même dire bien d'autres. Mais c'est qu'on peine à le comprendre, parce qu'on veut à tout prix se faire croire que la violence est derrière nous, alors qu'elle est maintenant et elle est plus encore demain. Mais il y a une haine de la démocratie parce qu'on trouve que la démocratie, c'est un système tiède, alors qu'on rêve de systèmes très chauds ou très froids, aller au bout de nos idées, alors que la démocratie, c'est le compromis, c'est l'imperfection, etc. Or, on est en train de perdre de vue que la démocratie est peut-être pas le meilleur système, mais maudit que c'est le moins pire qu'on a. Absolument d'accord. Parce que moi, la condition même de la psychologie politique démocratique, c'est d'accepter qu'on n'a pas le monopole du vrai, du juste et du bien. Que l'adversaire, aussi désagréable soit-il, est légitime parce qu'il témoigne d'une autre vision du monde qui doit être entendue. Et que nul n'a le monopole sur la cité. Et donc ça, pour moi, c'est fondamental. Or, aujourd'hui, on assiste au retour de la tentation totalitaire parce qu'on a des gens qui sont convaincus d'avoir donc ce monopole du vrai, du juste et du bien. Et devant eux, ils n'ont pas des adversaires légitimes, ils ont des ennemis politiques et même des ennemis de l'humanité. Et puisqu'ils ont une conscience historique qui a la consistance d'un mauvais yogourt, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et dans leur tête, finalement, tout ce qu'ils savent, c'est que leurs adversaires, c'est les héritiers potentiels des nazis et des fascistes. Donc, ils sont toujours en train de se dire de nazifier l'adversaire. Ils sont toujours en train de le fasciser. Ils sont toujours en train de le diaboliser. Donc, cette inculture
conjugué au fanatisme, dans un environnement d'hyper-excitation des passions, puis soit dit en passant, avec les réseaux sociaux où chacun peut se mettre en scène en train, dans sa propre violence, ça excite le côté théâtral, se mettre en scène, documenter sa propre action. Tout ça mis ensemble, ça crée une société qui s'éloigne des conditions même de la délibération publique. La démocratie libérale est finalement décevante pour ceux qui rêvent de s'échanger des idées à coups de poing sur la gueule. Mais je dirais là-dessus, ma part d'espérance, si c'en est une, c'est qu'on disait aussi la même chose dans les années 30. On disait devant Moscou, devant Berlin, les grandes passions politiques étaient là dans la tête de certains, les idéaux incandescents qui permettaient de vouloir finalement se transformer l'humanité ou broyer le camp d'en face, la tentation totalitaire. Et bien quand même, c'est la démocratie avec De Gaulle, avec Churchill, avec Roosevelt, qui a tenu parce qu'elle avait des ressources insoupçonnées pour se défendre. Mais est-ce qu'elle a encore ces ressources-là? Ça reste à voir. Il se peut que notre société ait épuisé ses ressources d'autodéfense, mais je veux miser, quant à moi, sur la durée de la démocratie libérale, parce qu'en dernière instance, c'est le seul système qui permet à des gens de cohabiter en échangeant des arguments plutôt que des coups de feu ou des coups d'arbalète. Et heureusement, il y a des gens qui veillent au grain comme toi et qui nous rappellent les grandeurs de la démocratie malgré et grâce à ses imperfections. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On écoute bien sûr ton balado ici, Les idées mènent le monde, à Cube Radio. Toujours des conversations fascinantes avec, oui, des intellectuels. N'ayons pas peur du mot. Merci, Mathieu. Au grand plaisir. Salut. Bye bye. En 2020, l'art devient mobile. Rassemblement majeur de la communauté artistique du monde entier, Mural lance cette année sa nouvelle application mobile gratuite. Présentée par Vidéotron, elle vous permettra de visiter de façon autonome toutes les murales produites lors des 8 éditions du festival, en plus de vous faire découvrir un parcours unique, comprenant un audio-guide et des œuvres en réalité augmentée. Téléchargez gratuitement la nouvelle application mobile Mural Festival, disponible dès maintenant sur App Store et Google Play. Vidéotron. Cet été, là, je veux embellir le patio. Ouais, OK, là, mais notre crédit en a pris un coup dernièrement. J'ai entendu parler de Crédimatique qui offre des prêts personnels sans enquête de crédit. Il coûterait combien ton petit projet, là? Pas de danger de m'emporter. Les prêts vont seulement de 250 à 1250 $. En tout cas, j'ai vraiment pas le goût de passer une semaine à faire des démarches. Avec Crédimatique, c'est rapide. Dans une semaine, on va déjà être en train de profiter de notre beau patio. Besoin d'argent sans enquête de crédit? Pensez à Crédimatique. Faites votre demande à crédimatique.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Hey Mathieu, il y a un ami qui vient de m'écrire et dit c'est drôle, ceux qui veulent déboulonner les statues de tel et tel personnage historique, ça serait les premiers à trouver ça bien cool qu'il y ait une statue de Che Guevara à Montréal. Oui, puis qui trouverait absolument scandaleux l'idée qu'on la déboulonne ensuite et dirait que l'extrême droite prend le contrôle de l'espace public, que les néo-fascistes colonisent l'espace public. Donc évidemment, il y a une forme d'asymétrie loufoque là-dedans, mais il faut cesser de prendre au sérieux ces voyous qui se donnent le droit d'exercer une conquête sur l'espace public en décidant quelles statues peuvent être là et lesquelles ne peuvent pas être maintenues. Écoute, Mathieu, j'espère que tu critiqueras pas la mairesse Valérie Plante parce que c'est une femme. Faut pas critiquer les femmes. C'est fascinant quand même, parce que moi, c'était hier avec Pierre Bruno, si je me trompe pas, puis c'était rapporté comme tel aussi dans les journaux. Elle dit, en tant que femme politique, en tant que figure politique, je suis critiquée. Puis ça, c'est normal, on s'attend à ce que les figures politiques soient critiquées, mais elle nous dit, c'est plus marqué, c'est plus orienté, c'est plus violent parce que je suis une femme. Et c'est un espèce d'argument qui revient souvent dans l'espace public. Apparemment qu'il y aurait une forme de violence particulière, symbolique à l'endroit des femmes dans l'espace public. Et là, il faut distinguer deux choses, me semble-t-il. S'il y a des commentaires misogynes, des commentaires contre les femmes en tant que femmes, il faut les condamner sans nuance. Mais une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est une femme qui est en politique, on n'a pas le droit de la critiquer, ou parce qu'on la critique parce que c'est une femme. Il est tout à fait possible de critiquer Valérie Plante, par exemple, à cause de ses idées, à cause de sa politique, à cause de sa manière de gérer la ville, à cause de sa manière de faire de la politique, finalement, et non pas parce que c'est une femme. Et puis j'aimerais ajouter, puis ça je pense qu'on est plusieurs à pouvoir le dire, que je pense que le fait de recevoir des insultes, des injures, de se faire insulter, n'est pas exclusif aux femmes dans l'espace public. Je crois que je peux en témoigner, tu peux en témoigner, Christian Rioux pour en témoigner.
Je sais que, par exemple, c'est un peu à la mode, c'est presque une méthode un peu standardiste, c'est-à-dire quelqu'un fait un commentaire particulièrement provocateur, ou agressif ou insultant, des gens répondent, on sélectionne 3 des tweets les plus imbéciles parmi de ces réponses-là, puis on dit, voyez, je suis victime d'intimidation sur les réseaux sociaux. En fait, l'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est la norme, c'est des insultes qui tombent sur tous les camps, et c'est des insultes pratiquées par tous les camps, surtout. Et ça, je le vois souvent, le nombre de gens qui m'insultent, par exemple, avec le logo Québec solidaire ou Projet Montréal, je peux les compter par centaines. Bon, je dis pas, ils m'insultent parce que je suis un homme, ou ils m'insultent parce que ils m'insultent parce que ça. On doit souhaiter la civilisation des réseaux sociaux, on doit calmer les passions, on doit rappeler aux gens d'être civilisés, mais il faut cesser de se victimiser en toutes circonstances. En ces matières, il n'y a pas de privilège féminin ou masculin, blanc ou noir. Les réseaux sociaux sont sauvages et infernaux pour tout le monde. Et Mathieu, là, ceux qui sortent la carte femme ou la carte racisée, vous n'avez pas le droit de me critiquer parce que je suis une femme ou je suis une personne racisée. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le double discours. D'un côté, on dit, si je me cherche un logement, la couleur de ma peau ne devrait pas compter. Vous ne devrez pas en tenir compte avec raison. Mais si je veux une job, soudainement, vous devrez tenir compte de la couleur de ma peau parce que les quotas, etc. Là, tu dis, donc la couleur de ta peau, est-ce que ça compte ou ça compte pas? Est-ce que je devrais la prendre en considération ou pas? Et la même chose avec les féministes. Le fait que je suis une femme ne devrait pas compter lorsque vient le temps d'élire, de choisir un maire ou une mairesse. Mais en même temps, là, ça compte, soudainement, le fait que je suis une femme quand vous voulez me critiquer. On en parle ou on n'en parle pas? C'est le paradoxe identitaire de notre époque. C'est-à-dire qu'on le voit quelquefois avec des jeunes militants des nouvelles générations qui considèrent qu'il est scandaleux de leur rappeler leur origine qu'ils ne cessent par ailleurs de revendiquer. Donc là, il faudrait juste qu'on le sache. C'est-à-dire, on voit chez certains militants, certaines militantes qui nous disent... en tant que, puis là on peut faire la catégorie le pays de référence, il ne manque pas, mais au même moment, on est d'accord, donc c'est votre pays de référence. Ah non, quand vous faites ça, vous me ramenez à mes origines. Là, on comprend plus exactement comment ça fonctionne, sinon que c'est perdant des deux côtés. Et moi, j'ai l'impression que sur cette question-là, il va falloir, mais bon, c'est une tâche d'une génération. Voudrait-on changer des choses maintenant que ça fonctionnerait pas d'un coup? Il va falloir rappeler cette idée fondamentale que lorsqu'on arrive dans un pays, ou que nos parents sont arrivés dans un pays, on s'approprie l'histoire de ce pays. On ne joue pas toujours le pays d'origine en se présentant comme une catégorie sociale exclue du pays d'accueil. Et puis surtout, on ne reproche pas au pays d'accueil d'être ce qu'il est. Moi, quand j'entends, par exemple, tout le discours sur au Québec, Lionel Groux, on devrait tasser sa mémoire. Demain, ce sera René Lévesque. Faut pas se tromper. En ces matières-là, tous finiront par tomber. On a envie de dire, oui, mais c'est un peu de notre histoire. Il faut l'assumer comme tel et s'approprier l'histoire d'un pays. C'est la meilleure manière de s'y intégrer véritablement. Et on est prêt à accueillir des gens. On tend la main. On est des sociétés accueillantes. Mais à cet accueil, il doit répondre à une autre main tendue. Sinon, tendre la main toujours dans le vide, finalement, on commence à comprendre qu'on nous envoie le message que la société d'accueil est pas si intéressante que ça, et on peut même la bafouer à certains moments. Donc ça, il va falloir parler assez franchement sur ces questions-là, tôt ou tard. Il faut aussi, puis ça je le répète presque de manière obsessionnelle, il faut éviter d'importer le logiciel américain ici. Moi, je vois de plus en plus dans certains mouvements de gauche radicale qui brandissent l'étendard des origines des uns et des autres, de nous dire qu'ils se disent racisés, que les États-Unis, c'est un modèle pour la promotion des personnes racisées. Là, on dit quoi? Pardon? Les États-Unis, premièrement, il faut lâcher ce vocabulaire-là des racisés. Pas racistes, c'est absurde. C'est un vocabulaire un peu absurde. Donc, les États-Unis, un modèle pour l'émancipation des Noirs. Il y a probablement quelque chose qui m'a échappé dans l'histoire américaine par rapport à ça. C'est un pays dont la logique la conduit aujourd'hui dans une situation conflictuelle généralisée. C'est le pays c'est le contre-modèle par excellence. Et on voudrait aujourd'hui suivre le modèle américain. Dieu nous garde d'une telle tentation. Tout à fait. Écoute, il y a une course au leadership au PQ qui s'avère quand même assez passionnante. Beaucoup d'idées qui sont brassées. Tu veux nous parler d'un échange particulièrement corsé entre Guy Nantel et Frédéric Bastien?
Ouais, alors ça, moi, franchement, ça m'a marqué. Hier, en gros, en fait, je pense que c'était avant-hier, il y a un débat à Québec et Guy Nantel dit que 1982 est un échec pour le Canada parce qu'il a échoué à intégrer le Québec dans sa Constitution. Et Frédéric Bastien répond le lendemain sur Facebook et Twitter, il dit un échec pour le Canada, un échec pour le Québec, oui, mais pour le Canada, c'est sa plus grande victoire. Il est parvenu à mettre le Québec à genoux, à nous imposer une Constitution, à nier notre caractère national. C'est une victoire pour le Canada. C'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour le Québec, c'est certain, mais c'est pour le Canada, c'est une victoire sans le moindre doute. Oui. Et là, Guy Nantel, plutôt que de répondre à l'argument, dit Frédéric, veux-tu cesser de me taguer sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'avoir plus de clics ou de likes et ainsi de suite? Et par ailleurs, si tu t'inquiètes de l'anglicisation du Québec, lâche ton job à Dawson. Parce que bon. Et là, je lis ça, je me dis un instant, là, Guy Nantel, qui est un homme de qualité, personne n'en doute, va devoir accepter qu'en politique, quand on nomme quelqu'un, c'est pas pour avoir des clics ou des likes, c'est simplement quand on critique les idées de quelqu'un, c'est parce qu'on prend au sérieux les idées, parce qu'on prend au sérieux son propos. Guy Nantel ne peut pas traiter la course à la chefferie comme un concours de popularité Instagram, Facebook, Twitter ou quand sais je ne sais quel réseau social. Quand quelqu'un le critique, il doit pas dire « Ne me parle plus de moi, j'ai pas envie que tu fasses de la popularité sur mon dos ». C'est pas un concours de popularité. C'est un combat politique pour répondre aux idées. Je pense que Guy Nantel va devoir accepter qu'en politique, on agit en politique et pas comme une vedette ou un humoriste. Mais c'est le problème de Guy Nantel, c'est qu'il est très soupe au lait et il faut le dire, moi je le trouve très intelligent, j'aime beaucoup ses shows d'humour et tout ça, j'aime les idées, j'aime discuter avec lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à accepter la critique. Il prend ça tout de suite personnel. Ben, moi, ce qui me frappe, c'est que là, on est avec un homme de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un homme intelligent, un homme cultivé. Et son arrivée au Parti québécois, pour ceux qui pensent que le Parti québécois a un avenir ou doit en avoir un, c'est une bonne nouvelle. Mais il va devoir accepter l'idée qu'il ne peut pas y arriver comme un homme providentiel qui surplombe de sa superbe les autres candidats comme s'il s'agissait de Menu Fretin ou de Ville-Gredin. Je veux dire, Guy Nantel va devoir accepter cette idée que, OK, il est en politique. Donc, en politique, quand l'autre nous critique, c'est pas pour se faire de la popularité, des likes ou des clics. C'est parce qu'il est en désaccord avec notre idée et on répond à l'argument, on dit pas tu veux te faire de la popularité sur mon dos, on dit pas non plus élisez-moi parce que je suis le plus populaire. C'est pas un concours Instagram, c'est pas un concours je dirais qui relève d'une volonté de mousser sa popularité, c'est une bataille politique et en politique on assume ses idées, on les mène jusqu'au bout et si on n'est pas capable, on ne cherche pas à se sauver en faisant la vedette. Oui, tout à fait. If you can't stand the heat, get out of the oven, comme disent les Anglais là. Puis en plus, il faut pas prendre ça personnel, des critiques. Un débat d'idées, c'est fait pour ça là. C'est fait justement pour dire, écoute, je suis pas d'accord avec toi, etc. Non. Absolument. Il y a la politique, c'est fondamental. C'est une question c'est un conflit civilisé. Et un conflit civilisé, ça implique que le désaccord soit argumenté, soit rationnel. Et le mépris, surtout dans un même parti, je comprends quand d'un parti à l'autre, quelquefois, ça devient assez dur, ça devient brutal. Mais quand on est dans un même parti, on essaie de se traiter comme des adversaires respectables parce qu'on va tous avoir à faire front commun à la fin de cette course, me semble-t-il. Et on peut pas dire à l'autre, t'es un moustique, tu m'énerves, t'as pas assez de gens qui te suivent sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je suis fasciné. En fait, j'ai lu ça, je me suis dit, comment un homme de la qualité de Guy Nantel peut répondre de cette manière? Est-ce qu'il accepte les règles de la politique ou est-ce qu'il considère que ces règles-là s'appliquent pas à lui? Je pense que dans les prochains temps, il va devoir... On l'a vu aussi au débat des chefs, le premier, quand il s'est mis à critiquer Sylvain Gaudreau en disant il n'y a pas assez de monde sur tes photos. C'est quoi ça? J'essaie de comprendre la politique, c'est une chose très sérieuse. Il faut en respecter les règles minimalement. On peut pas arriver en traitant les autres finalement comme si c'était des moustiques ou des bouillères. Je pense d'ailleurs qu'ils s'attirent des coups si ça continue. Parce que les gens vont vouloir riposter à sa manière. Ça risque d'être dur pour lui. Et en terminant, là, je veux revenir là, sur Valérie Plante très rapidement. Là. Valérie Plante, là, je m'excuse, mais vu l'état de la ville, elle mérite d'être critiquée et elle mériterait d'être critiquée même si elle était une naine transgenre, handicapée, musulmane. Alors, poussons plus loin dans leur vocabulaire. Elle mériterait d'être critiquée, même si c'était un grand méchant homme blanc. C'est pas compliqué. La gestion de la ville mérite qu'on critique le maire, qu'il s'agisse d'un maire, d'une mairesse, d'un cis, d'un trans, j'en sais rien. Je sais plus comment on doit parler aujourd'hui. Mais je dirais que la gestion de la ville exige une critique rigoureuse et on ne doit pas se victimiser quand on est critiqué. On doit voir si les citoyens ont raison de ne pas être contents de ce qui arrive en ce moment. Merci beaucoup, monsieur cisgenre, hétéro, blanc, en tout cas quadragénaire en plus. J'ai tous les défauts, il ne m'en manque pas un. Salut Mathieu, bonne journée. Bye. Bonne journée, bye bye.
Québecor et Desjardins présente le 16e Festival international du film Black de Montréal du 23 septembre au 4 octobre. Découvrez les histoires Black authentiques à travers 120 films palpitants de 30 pays. Du 23 septembre au 4 octobre, en ligne, dans le confort de votre salon ou de votre cuisine ou de n'importe où. Vite, réservez votre carte passeport tout accès pour seulement $49 sur montrealblackfilm.com. Un événement je veux embellir le patio. Ouais, OK, là, mais notre crédit en a pris un coup dernièrement. J'ai entendu parler de Crédimatique qui offre des prêts personnels sans enquête de crédit. Il coûterait combien ton petit projet, là? Pas de danger de m'emporter. Les prêts vont seulement de 250 à 1250 $. En tout cas, j'ai vraiment pas le goût de passer une semaine à faire des démarches. Avec Crédimatique, c'est rapide. Dans une semaine, on va déjà être en train de profiter de notre beau patio. Besoin d'argent sans enquête de crédit? Pensez à Crédimatique. Faites votre demande à crédimatique.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, il y a quelques jours, dans Le Devoir, c'est rare que je suis d'accord avec Francine Pelletier, extrêmement rare, mais elle a écrit un texte en disant, écoutez, oui, il y a des coucous dans les anti-masques, effectivement, mais il y a aussi des gens qui se posent des questions légitimes et sensées. C'est pas tous des fous. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, on est dans la même situation. On est d'accord avec Francine Pelletier pour une fois. Tout est possible et c'est cette fois-là. Alors, non, c'est moi, ça me frappe, c'est-à-dire, on a un mouvement qui est devenu un mouvement populaire. Là. On n'est plus devant 7-8 excités quelque part dans un studio de télévision parallèle. On est devant des gens qui, manifestement, qui sont nombreux et qui posent des questions qu'on pourrait dire légitimes. Alors, le drame des anti-masques en ce moment, je dirais, c'est que leurs leaders sont leurs plus mauvais représentants. Parce que ils s'entogent, ils s'entourent de théories plus loufoques les unes que les autres, de Bill Gates à la 5G, en passant par la puce qu'on voudrait nous... Tout ça ensemble. Mais ensuite, quand on regarde, appelons ça les gens ordinaires, puisqu'ils existent, qui se rassemblent autour de ça, ils posent des questions globalement sur un thème qui s'appelle est-ce qu'à partir d'une préoccupation légitime, soit plutôt d'une crise réelle, c'est-à-dire la pandémie, est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir à un point tel qu'on crée finalement cette nouvelle normalité dont on parle sans arrêt? Est-ce qu'on n'est pas en train, autrement dit, de surréagir et d'abîmer tout un ensemble d'aspects de la vie au nom justement d'une forme de sécurité sanitaire presque absolue? Et ça peut sembler un peu secondaire comme préoccupation, mais je ne crois pas. On l'a vu à Paris, par exemple, avec cette espèce de consigne un peu étrange qu'il fallait porter le masque sur certains côtés de la rue, mais pas de l'autre côté de la rue. C'était une sorte de labyrinthe bizarre. On le voit avec la question du masque dans les écoles, dans les activités sportives. Manifestement, ceux qui posent des questions autour de la question du masque ne sont pas tous, en ce moment, des gens qui sont dans la théorie conspirationniste. Ils posent des questions légitimes sur les excès du pouvoir, parce que tout pouvoir, quel qu'il soit, a tendance à exagérer. Tout pouvoir a la tentation de réglementer au-delà de ce qu'il devrait réglementer, même sur les questions sanitaires et même au nom des plus belles intentions. Alors, de ce point de vue-là, j'espère, puis ça, c'est vraiment un souci, qu'on va être capable de distinguer entre ce qu'on pourrait appeler les anti-masques modérés, les anti-masques éclairés, qui amènent dans l'espace public un doute légitime sur les excès de la gestion de la pandémie, et de l'autre côté, on laissera de côté les coucous qui évoluent dans un monde parallèle et qui, effectivement, eux, polluent le débat public avec des obsessions loufoques. Ben oui, et Bernard-Henri Lévy vient tout juste de publier un livre qui s'intitule « Ce virus qui rend fou ». Et lui aussi se pose des questions philosophiques. Puis les gens craignent aussi comme l'établissement de l'arrivée d'un gouvernement de médecins. Oui, alors ça, c'est intéressant parce que moi, il y a de cela, de quelques années déjà, j'écrivais sur ce que j'appelais la tentation de nous faire vivre collectivement sous une forme de cloche hygiénique. Il y avait toujours une nouvelle étude, je me rappelle, c'est une étude, je pense, de l'OMS qui disait, faites attention, les charcuteries peuvent tuer. Puis après ça, je pense, on peut faire la longue liste de ce qui peut tuer. Puis moi, j'avais commenté en disant, oui, en effet, vivre tue. C'est-à-dire que, à moins d'avoir une existence sous cloche, sous verre, absolument hygiénique, avec des médecins en sarrau qui les observent pour s'assurer que rien ne dépasse. Puis même là, on va finir par mourir. Donc, il y a cette espèce de société exagérément sécuritaire dans tous ces domaines. Une société qui ne prend plus de risques, qui ne donne plus d'espace pour la liberté, qui ne permet pas aux gens de se casser la gueule de temps en temps. L'excès hygiénique ou hygiéniste, il est là depuis longtemps. Là, on est dans des circonstances particulières et je ne suis pas du tout de ceux qui disent que c'est pas grave ce qui se passe. Je ne suis pas l'idée un instant de contester la pandémie. Je dis simplement
qu'il y a des questions légitimes qui doivent se poser sur cette espèce de tentation qu'ont les médecins, toujours probablement, de vouloir enserrer l'existence de manière systématique, de manière presque étouffante. À un moment donné, on ne doit pas traiter les médecins comme on voyait autrefois les curés. Il faut avoir une certaine distance par rapport à son curé. Ben écoute, je te pose une question, tiens, un jeu de la morale, et je sais pas où je penche là-dedans. Bon, mettons, on trouve un vaccin, OK? Et le vaccin est vraiment efficace. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour toutes sortes de raisons, certaines loufoques, d'autres pas, etc. Bon, est-ce qu'on devrait les obliger à se vacciner en disant, ben si tu te vaccines pas, c'est ma santé à moi que tu mets en jeu, la santé de la collectivité. Donc, d'un côté, est-ce qu'on devrait rendre le vaccin obligatoire, mais en même temps, il y a la liberté en disant c'est mon corps, puis je mets bien ce que je veux dans mon corps? Ben, j'ai pas de la compétence épidémiologique, je ne la réclame pas du tout. Donc, en ces matières-là, j'écouterai quand le débat arrivera. Ce qui est certain, cela dit, c'est que on peut l'aborder de deux manières. Il y a d'un côté, est-ce que la peur du commun des mortels attends, c'est même pas le commun des mortels, c'est les radicaux qui nous disent ah là là, ce vaccin, c'est une tentative d'asservissement généralisé. Bon, quand on entend ça, il faut juste se dire on tourne la page, on n'écoute plus parce qu'on est devant des esprits conspirationnistes. De l'autre côté, si on constate qu'on a un vaccin, il fonctionne, puis il y a une exigence généralisée, je ne suis pas de ceux qui s'en désoleraient avec une nuance. C'est que ceux qui ne veulent pas le faire, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il y aura probablement des conséquences dans leur vie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pouvoir encore voyager, prendre l'avion, quand va venir le temps d'avoir des assurances, et ainsi de suite. Il y a des conséquences à l'exercice de sa propre liberté. Et si on considère que devant la situation qui est la nôtre, puis avec un vaccin qui est validé, on n'est pas devant une affaire venant de je ne sais quel laboratoire en Ouzbékistan, et que ça se passe plutôt correctement, j'ai l'impression que ceux qui vont refuser le vaccin vont devoir accepter les conséquences de ce refus. Une fois que c'est dit, je pense qu'on n'est pas rendu là, on est encore pour l'instant dans le tâtonnement pour savoir comment gérer avec une épidémie qui risque d'être là pour un petit moment quand même. Mais indépendamment de la pandémie actuelle, c'est vrai qu'il y a comme un mouvement hygiéniste qui tend à dire, il faut le purel, que tout soit propre, qu'on ait un mode de vie propre, ne pas fumer, bien manger, faire de l'exercice, etc. Il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'on devrait encore offrir des soins de santé gratuits aux gens qui refusent de faire de l'exercice, qui fument, qui sont trop gros, etc. Et même on veut même maintenant récurer le fond de notre tête. On veut qu'on ait des idées propres au lieu d'avoir des idées sales. D'accord. La tentation hygiéniste, la tentation du contrôle absolu de l'existence. Je pense qu'on dirait qu'elle est presque consubstantielle au mouvement de l'État. La tentation totalitaire traverse la modernité. Elle peut prendre le visage de la tentation hygiénique. Disons ça comme ça. Donc oui, cette idée d'avoir une société transparente, une société sans excès, une société amidonnée, une société encadrée, ça c'est très présent au-delà de la pandémie. Puis ça, je pense que c'est un des aspects les plus inquiétants de notre société parce que on perd beaucoup de liberté par là. Ensuite, je dirais que le bonheur de l'existence vient aussi quelquefois de la transgression, vient du fait de ne pas être en parfaite soumission aux consignes de son curé. Il y a Mario Roy, le journaliste de la presse, l'ancien journaliste de la presse, qui a eu une formule très amusante. Une fois, il m'avait dit la décadence, je le cite de mémoire, la décadence a commencé quand sur l'heure du midi, les jeunes journalistes ont commencé à aller faire du jogging plutôt que d'aller prendre un verre au coin de l'air. J'avais trouvé ça merveilleux. Parce que je me disais, bon, voilà un homme qui sait jouir de la vie, qui a le plaisir de l'existence avec, appelons ça, rillettes, bière, saucisson, charcuterie et vive la vie. Disons ça comme ça, l'idée du banquet. Alors qu'inversement, donc la tentation hygiénique c'est la volonté de créer des espèces d'êtres humains pâles, transparents, sans désir particulier, sans secret. Autrement dit, des espèces d'humains programmés ennuyants. Donc la tentation hygiénique traverse notre époque. C'est pour ça que la question de la pandémie doit être éclairée à cette lumière. C'est-à-dire, elle est déjà là, cette tentation hygiénique, cette tentation sécuritaire, sanitaire. Donc, est-ce que quand les deux se rencontrent, pandémie, donc une vraie situation, et cette tentation-là qui idéologiquement est inquiétante, quand les deux se croisent, ça peut faire quelque chose d'assez inquiétant. Le commun des mortels est en droit de se dire, est-ce qu'on ne va pas trop loin avec ça en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de surdélirer? Eh bien ça, je pense qu'on doit tendre la main, voilà, aux anti-masques modérés. On doit pas moi je leur donne pas raison, mais j'ai pas envie de les traiter comme des pestiférés, des pas propres, des gens qui n'ont pas de place dans l'espace public. Et en France, je vois des hors-séries de magazines ou des livres qui rendent hommage à Jean Gabin, à Michel Audiard, à Simenon, au roman de Maigret. On dirait que on s'ennuie
États-Unis de l'époque de la bonne blanquette de veau, puis le petit vin blanc à midi au comptoir, puis la pipe et le cigare et tout ça. Tu sais, c'est avant que les hygiénistes aient pris le contrôle. Ah, mais absolument, c'est la nostalgie d'une existence plus libre, où la parole était moins surveillée, où les contrôleurs de la moralité n'étaient pas partout en train de dire « Oh, ce que vous dites va me vexer ». C'était le plaisir d'une existence, c'est-à-dire où on savait qu'on allait mourir. Donc, sachant qu'on va mourir, on se dit aussi bien vivre, disons ça comme ça. Et il n'y avait pas cette espèce de... Parce que c'est la quête de notre temps. On a renoncé à l'éternité de l'âme et on espère l'immortalité des corps. Mais l'immortalité des corps est un pari beaucoup plus compliqué. Donc, on veut vivre le plus longtemps possible sur le mode suédois hygiénique, mais en dernière instance, toute une série d'aspects qui faisaient partie du sel de la vie sont désormais proscrits. Et la tentation hygiénique, à travers elle, donc, passe une régression souvent des libertés et aussi perd une forme d'affadissement de l'existence, une perte de la saveur de l'existence. Et de ce point de vue, la nostalgie française, elle est magnifique parce que c'est une nostalgie d'une culture qu'ils ont connue, d'une culture qui était vivante et qui faisait rêver le monde à bien des égards. Bien plus, je pense, en passant, que aujourd'hui, apparemment, on devrait rêver des machins bizarres qui nous viennent de l'industrie culturelle américaine. Dieu m'en garde. Je préfère rêver de la vieille France que plutôt que de rêver à la Nouvelle-Amérique. Et de ce point de vue, il y a une école de liberté qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, un bon film de Jean Gabin avec des dialogues de Michel Audiard, la blanquette de veau, puis tout ça, c'était le bon temps. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Mathieu Bock-Côté, qu'on peut entendre ici avec son balado « Les idées mènent le monde ». Lorsque votre plan sur 5 ans devient un plan sur 5 jours, vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez EDC. Ça comprend toute une rentrée télé. Hey, on regarde-tu les séries? C'est recommencé. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Ouais, il faudrait juste pas qu'ils se blessent trop. Parle-moi-en pas, je pleure à chaque fois qu'ils se font du mal. Ben là, faut pas pleurer pour ça. Ça fait partie de la game. Ben là, c'est pas une game, l'amour. Ah, l'amour? De quoi tu parles? Ben, toi, de quoi tu parles? Elix, ça comprend le retour des séries de hockey et de vos séries télé avec le forfait La Totale et Internet illimité à 113 $ par mois. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, tu m'épates parce que tu as vraiment peur de rien, tu n'as pas froid aux yeux, parce que la question que tu poses est une question quand même assez délicate. Peut-on mettre toute la responsabilité des violences qui se passent aux États-Unis sur le dos de Trump? Mais le problème de plusieurs de nos commentateurs, c'est que pour eux, ça va de soi. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est la responsabilité de Trump, c'est sa responsabilité presque unique. Et dès lors, quoi qu'il se passe, que ce soit à Portland ou ailleurs, les violences, les excès de certaines tendances de BLM ou les antifas, c'est la faute de Trump. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, donc c'est double. Premièrement, c'est on disculpe, comme on dit, on déresponsabilise complètement l'extrême gauche qui aujourd'hui a un comportement milicien animé par une psychologie de guerre civile dans certaines villes. C'en est fascinant de voir cette espèce de... On a une espèce de système d'explication qui fait en sorte que peu importe ce qui se passe, c'est la faute de Trump. Bon, alors ça en devient un peu loufoque. Et l'autre élément... c'est que le commun des mortels n'est pas imbécile. Et si Trump est loin de faire l'unanimité, disons-le poliment d'un euphémisme, si Trump est un personnage hautement critiquable, s'il y a d'excellentes raisons de le critiquer, quand le système médiatique et plusieurs commentateurs nous disent peu importe ce qui arrive, c'est la faute de Trump, puis les violences, ou c'est encore mieux, les violences n'ont pas lieu et les violences, c'est la faute de Trump. Bon, là, il va falloir se décider laquelle des deux affirmations est vraie. Eh bien, quand on fait ça, eh bien, en dernière instance, c'est en bonne partie Trump qui peut récupérer la mise dans quelques semaines au moment de la présidentielle, parce que le déni de réalité est un des principaux carburants de ce qu'on appelle aujourd'hui l'insurrection populiste. C'est-à-dire, il y a un reportage qui est à CNN, je crois que c'est à CNN, j'espère de ne pas me tromper, mais qui était lunaire, c'est qu'on voit le reporter nous expliquer qu'on est devant des peaceful protests, comme ils disent, des manifestations pacifiques, alors que derrière, on voit que ça brûle. Derrière, on voit des antifas haineux, on voit, mais devant le réel, on voit que 2 plus 2 égale 4 si on a des yeux, et on a dit que 2 plus 2 égale 5, puis si on dit que 2 plus 2 égale 4, on verse dans les propos conspirationnistes. Alors, il y a cette espèce de déni de réalité, et me semble-t-il que dans une sociologie simplement honnête de la description des faits,
il faut reconnaître qu'on est aujourd'hui devant une radicalisation de l'extrême gauche qui croit désormais à la légitime violence politique, qui croit que la violence politique est l'instrument nécessaire pour s'emparer, sinon du pouvoir, sinon créer une situation de déstabilisation générale, pour exciter la tension, exciter les tensions. Et dans tout ça, Trump est certainement pas... Il est pas immaculé. Trump a des tonnes de choses à se reprocher. On peut lui reprocher d'avoir un discours incendiaire. On peut lui reprocher d'avoir un comportement ubuesque. On peut lui reprocher bien des choses. Mais lui mettre sur le dos l'ensemble des violences qui se passent en ce moment, ça relève, à mon avis, soit de la pire analyse qu'on puisse imaginer, soit de la malhonnêteté, ou soit simplement de l'aveuglement idéologique. Et Mathieu, cette indignation des médias, cette indignation à deux vitesses, là, c'est-à-dire qu'on dénonce la violence des groupes d'extrême droite, mais on tempère, on excuse, on ignore, on occulte la violence des groupes d'extrême gauche. On peut retrouver ça aussi ici au Québec. Je me souviens d'un texte que j'avais lu, je crois que c'était dans la presse, il y a peut-être 2-3 ans, où on dressait la liste des dommages, en fait, de vandalisme causés par l'extrême gauche et l'extrême droite. Et on disait que l'extrême gauche était beaucoup plus dangereuse actuellement, était responsable de davantage de dommages, de pillages, de vandalisme que l'extrême droite. Pourtant, dans nos médias, on en a que pour l'extrême droite. Et il y a eu ça, je me rappelle, il y a quelques temps, c'était l'espèce de spin, comme on dit en bon français, pour dire que l'extrême droite était en ascension, montait au Québec, et ainsi de suite. Et là, on cherchait, puis c'est comme si on voulait faire naître le monstre que l'on désirait combattre. Une espèce de psychologie paradoxale du progressisme obligatoire. Mais de l'autre côté, c'est intéressant, effectivement, c'est le refus de l'équivalence des violences. On va nous dire, on peut pas mettre sur le même pied les violences ou l'agressivité de l'extrême droite et des antifas. Puis on va nous dire, les antifas, mais ceux lutte contre le fascisme. Un instant, il faut être sérieux. Les antifas ont une définition telle du fascisme qu'elle en vient à intégrer à peu près tous ceux qui ne se rallient pas à leur vision du monde, leur vision des choses, leur vision de l'histoire. Pour eux, on pourrait dire que le fascisme commence quelque part au centre-gauche. Puis je pense même pas exagérer en le disant. On se retrouve donc, les antifas ont une définition telle du fascisme qu'ils fascisent à peu près fondamentalement tout ce qui caractérise nos sociétés libérales. Mais là, on se retrouve avec une partie du commentariat qui prend pas au sérieux les mots, se contente des slogans. Donc, s'ils sont antifas, sont donc moralement supérieurs aux méchants d'en face. Alors que moi, sur ces questions-là, j'aurais tendance à dire, on juge les gens selon les passions qu'ils mobilisent et selon, en politique, j'entends, et selon le rapport à la violence. Or, quand on décide d'avoir un rapport à la violence décomplexé, militant, affirmé, eh bien, quel que soit le drapeau qu'on brandisse, il est illégitime. La cause, ça vient entacher la cause. Et j'aime rappeler que par ailleurs, au 20e siècle, quand il venu le temps de se battre vraiment contre les nazis et les fascistes, qui était quand même la chose la plus fondamentale qui soit au moment de la Deuxième Guerre, eh bien, les plus grands antifas de l'histoire s'appellent De Gaulle, Churchill, Roosevelt. C'était dans le cas de Gaulle et Churchill, des patriotes conservateurs à l'ancienne qui ont sauvé notre civilisation en s'en prenant au nom du nationalisme contre le nazisme et le fascisme. Puis Roosevelt, c'était aujourd'hui passerait très mal, c'est un homme démocrate modéré qui croyait à la grandeur du patriotisme américain. Alors aujourd'hui, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que ce qui a permis de vaincre le fascisme et le nazisme quand il était devant nous, on le diabolise au nom de l'antifascisme. Ça devient fou. Puis retour aux États-Unis, me semble-t-il que cette violence qui se déploie dans les rues, imaginons un seul instant si c'était des groupuscules d'extrême droite ou des milices d'extrême droite qui provoquaient cette violence à répétition. Mais il y aurait aucune nuance, ce serait au cœur de l'actualité. Alors là, c'est traité comme des faits divers, c'est traité comme des faits secondaires. Ça devient un problème. Et je pense qu'encore une fois, on y revient. Dire, oui, mais finalement, c'est la faute de Trump, c'est l'explication la plus facile, la plus déresponsabilisante. Et qui nous évite de réfléchir sur la tentation radicale qui traverse une partie de la gauche dans nos sociétés. Écoute, Mathieu, t'es un fin observateur de la vie intellectuelle française. Tu sais certainement, Thierry Volton a écrit un livre passionnant qui s'appelle Le négationnisme de gauche, que j'ai lu il y a 2 semaines, où Thierry Volton dit, oui, il y a des gens dans la droite et l'extrême droite qui tentent à minimiser, à banaliser les crimes commis par les nazis, les fameux négationnistes, Robert Forisson et tout ça, qui disent qu'il n'y avait pas de camp de concentration, il n'y avait pas de
de camps de concentration, là, et on tuait pas les Juifs avec du gaz. Mais il y a un négationnisme de gauche. Il y a des gens qui tendent à minimiser les crimes commis par Pol Pot, par Mao, par Staline, et on en parle très peu. Quand t'entends un philosophe comme Alain Badiou, qui est interviewé dans tous les médias en France, qui prend la défense des Khmers rouges, quand tu vois un philosophe comme Slavoj Zizek, qui est une vedette, qui est une rockstar, qui prend la défense lui aussi des maoïstes, tu te dis, attends une minute, là, comment ça se fait qu'on les dénonce pas, ces gens-là aussi? Ben moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris au sérieux l'empreinte du communisme sur le 20e siècle. C'est-à-dire, on avait, par la réflexion sur le totalitarisme, on avait été capable de comprendre que le communisme et le fascisme, ou le communisme et le nazisme, étaient les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire la tentation totalitaire, et qui se sont d'ailleurs embrassés et affrontés, et que ces deux expressions, peut-être appelons ça une tentation luciférienne en politique, hein, c'est quand même assez terrifiant. Or, on n'a pas pris au sérieux, on n'a pas été jusqu'au bout de la réflexion sur le totalitarisme, parce qu'on s'est dit finalement, les communistes ont beau tuer par millions, ils le font pour des raisons honorables. Ben oui. Donc, il y a toujours une clause d'atténuation des crimes quand on parle du communisme, ou alors on va dire le stalinisme. Quand on dit stalinisme, en gros, ce sont les crimes d'un homme et non pas d'un système. Alors que ce sont les crimes d'un système. D'ailleurs, ça commence avec Lénine. Donc, ensuite, il y a Pol Pot, ensuite, il y a Mao. Bon. Or, c'est comme si on était incapable de prendre au sérieux, d'aller pousser jusqu'au bout la réflexion sur le totalitarisme en se disant il doit être condamné lorsqu'il est brun, mais il doit être aussi condamné lorsqu'il est rouge. On n'est pas capable de le prendre au sérieux. Et encore aujourd'hui, on fait comme s'il y avait une forme d'asymétrie entre ces crimes. Alors que pour moi, l'expérience totalitaire en elle-même, qu'elle soit brune ou rouge, doit être condamnée sans la moindre nuance. Il n'y a pas de génocide moins grave que d'autres, hein, disons ça comme ça. Il n'y a pas de crime moins grave que d'autres. Il y a une singularité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une singularité de l'Holocauste qui, pour moi, a une dimension métaphysique, une dimension, pour moi, c'est l'expression ultime de la barbarie sur Terre. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est fondamental de le dire, ça ne veut pas dire ensuite que les crimes du communisme doivent être relativisés. C'est quoi cette affaire-là? Donc moi, je pense qu'il faut penser la singularité de chacun des totalitarismes, voir par exemple la singularité de l'antisémitisme nazi qui est diabolique, mais ensuite voir que tout ça participe à un mouvement au 20e siècle qui s'appelle le totalitarisme. Et si on n'est pas capable d'en faire un bilan critique global, c'est qu'il nous manque la moitié de l'histoire du siècle. Et en terminant là, sur la violence politique, Mathieu, est-ce qu'on ne devrait pas remplacer la fameuse opposition gauche-droite par réformiste révolutionnaire? Réformer le système de l'intérieur en respectant le processus démocratique ou faire table rase en pillant? Ben moi, j'accepterais pas cette distinction-là pour une raison simple, c'est que je veux pas faire de la révolution l'autre camp. Moi, dans mon esprit, il y a conservateurs et réformistes. Il y a, autrement dit, il y a ceux qui croient à la continuité historique, il y a ceux qui veulent réformer, mais j'ai pas envie de traiter sur un pied d'égalité symbolique ceux qui rêvent fondamentalement au pillage, à la destruction du monde, qui sont hantés par des fantasmes de guerre civile. L'alternative, pour moi, elle n'est pas entre Camus et Sartre, elle est entre Aron et Camus. Et de ce point de vue, je n'intègre pas la révolution comme une alternative légitime dans mon système mental, sauf qu'il y a des circonstances absolument exceptionnelles. Mais globalement, pour moi, l'alternative, elle est entre la social-démocratie ou le socialisme démocratique affirmé auquel on peut réformiste et la démocratie libérale, conservatrice et nationale. Mais je n'intègre pas dans l'extrême gauche. Pour moi, n'est pas une option. Donc, c'est pas gauche ou extrême gauche, c'est gauche ou droite, conservateur ou progressiste, mais pas progressiste ou révolutionnaire. Mais malheureusement, comme tu l'as écrit. Cet été, avec les CPG de RBC, protégez votre argent comme vous vous protégez du soleil. Pour découvrir les options de CPG qui conviennent le mieux à vos besoins et profiter d'une offre exclusive au Québec, parlez à un conseiller RBC dès aujourd'hui ou allez à rbc.com/protéger votre argent. Nos mobiles sont personnalisables et flexibles chaque mois. Ça vous laisse le loisir de changer d'idée et de le modifier selon vos goûts. C'est un peu comme quand vous commandez un... Latte, moitié vache, moitié amande, décaf, mais fais-le fort, s'il te plaît. Pour finalement prendre un... Oh, cappuccino, lait d'avoine, mais pas de lait. Juste la petite mousse sur le dessus. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et contrairement au barista à la moustache cirée, votre forfait Fizz, lui, ne vous jugera jamais. Pour des forfaits mobiles personnalisables et flexibles, visitez le fizz.ca.
En janvier 2015, au lendemain des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo et dans l'épicerie Hyper Cacher à Paris, beaucoup de gens, la plupart des gens se disaient « Je suis Charlie ». 5 ans plus tard, alors que s'ouvre le procès des 14 complices des auteurs de l'attentat, que reste-t-il de l'esprit de Charlie Hebdo? Nous allons parler avec notre ami Mathieu Bock-Côté, qui a écrit une excellente chronique là-dessus aujourd'hui. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, tout d'abord, là, je suis Charlie. Là. Il y a beaucoup de gens qui répètent ça comme ça. Toi, là, dans ta tête à toi, qu'est-ce que ça veut dire être Charlie? Ça voulait dire tout simplement, je réclame le droit de critiquer tous les dogmes, toutes les positions, toutes les religions, toutes les idées, et la liberté d'expression, la liberté de conscience est au cœur de notre société, au cœur de notre civilisation. Donc ça ne voulait pas dire qu'on aimait le contenu de chaque édition de Charlie Hebdo, ça ne voulait pas dire qu'on embrassait chacune des thèses qu'on y trouvait, ça veut dire qu'on considère qu'aucun dogme ne doit devenir une espèce de thèse à ce point dominante, à ce point écrasante, qu'il n'est pas permis de l'examiner rationnellement, ou par la moquerie, ou par la caricature, et même quelquefois la caricature féroce, grinçante, méchante. Autrement dit, c'est un éloge on revendiquait l'esprit de la liberté d'expression au cœur de nos sociétés. Donc, tu vises pas seulement les religions quand tu dis ça, là. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de critiquer des théories à la mode, la théorie du genre, l'antiracisme tel qu'il est exprimé par une gang de crinqués, etc. Ben ça, c'est fondamental ce que tu dis ici, parce que je crois qu'on dit critiquer les religions et on ne voit pas que, à moins d'être soi-même croyant, on ne voit pas que les religions ne sont pas l'esprit religieux, le sacré n'est pas fixé exclusivement sur les religions historiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à une certaine époque, on l'a vu au 20e siècle, d'ailleurs, Raymond Aron parlait de religion séculière, on peut parler de religion politique, le communisme était vécu comme une religion, le nationalisme peut être vécu par certains comme une religion, et aujourd'hui, il y a des concepts qui sont sacralisés, racisme systémique, théorie du genre. Et si on remet en question, par exemple, la théorie du genre, comme l'a fait J.K. Rowling cet été, eh bien, il y a une tempête médiatique véritablement pour l'abattre. Si on remet en question la notion de racisme systémique, on peut être banni, on peut perdre son travail, on doit faire pénitence religieuse et ainsi de suite. Donc, c'est l'esprit Charlie, pour moi, s'il a du sens, c'est que c'est pas simplement critiquer l'islam ou le catholicisme ou le bouddhisme, c'est le droit de critiquer tous les dogmes, quels qu'ils soient, parce que l'esprit religieux peut pénétrer toutes les idées. C'est ce que disait Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, le best-seller mondial. Il disait que toute idée, toute idéologie est une forme de religion, c'est-à-dire que ce sont des faits qui n'existent pas dans la nature, ce sont des constructions de l'esprit. Le communisme est une religion, le capitalisme est une religion, la théorie du genre est une religion, que ce sont des abstractions. Ben alors moi, que l'on tienne à ces idées, je trouve que c'est fondamental. Puis j'ajouterais, parce que ça me fait... Moi, j'ai rien contre les religions en soi. Hein, c'est-à-dire, je pense qu'on peut parfaitement être croyant, je pense qu'on peut être un croyant sincère, et ainsi de suite, mais on n'a pas le droit de transformer son propre dogme en interdit pour les autres. On n'a pas le droit, autrement dit, de faire en sorte que ce qui me scandalise moi doit devenir un interdit pour l'autre. Et la psychologie démocratique, la psychologie d'une société démocratique se développe justement quand on apprend à endurer dans l'espace public la critique moqueuse, méchante ou quelquefois très éclairée, très académique, qu'importe, des choses auxquelles nous tenons. Le nationaliste québécois doit évoluer dans une société où le nationaliste peut être critiqué sévèrement et même si ça le choque, ça ne lui donne pas le droit de tabasser le fédéraliste et inversement. Et je pense que la psychologie d'une société démocratique, c'est une société où personne n'absolutise ses convictions à un point tel qu'il n'imagine pas qu'on puisse les critiquer. Or, le drame, c'est que quand il y a eu Charlie Hebdo, tout de suite, on dit « je suis Charlie », puis on défend la liberté d'expression. Depuis 5 ans, ce qu'on a vu concrètement dans nos sociétés, c'est une régression de la liberté d'expression dans tous les domaines, notamment à travers une catégorie comme discours haineux. Hein, on assimile aujourd'hui au discours haineux toute forme de critique, on le disait tantôt, de la théorie du genre, demain du véganisme probablement, du féminisme, du multiculturalisme, de l'immigration massive. Donc on est dans cette espèce d'environnement mental où les interdits se multiplient, alors qu'apparemment on aurait dû être Charlie, on devrait encore l'être. Et ce que j'aime beaucoup de ton texte qui s'intitule « La génération woke n'est pas Charlie », ce que j'aime beaucoup de ton texte, c'est que tu t'en prends surtout à la lâcheté de l'Occident. Et ça rappelle cette phrase-là, là, « Ils ne sont forts que parce que nous sommes faibles, ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux ». Ah ben moi, alors c'est Solzhenitsyn qui a cette formule, le déclin du courage, hein, dans son discours de Harvard en 78. Et moi, je pense que c'est probablement un des éléments les plus importants qui soient aujourd'hui.
c'est l'effondrement du courage minimal pour être capable d'évoluer en société. Donc la peur d'une mauvaise journée sur les réseaux sociaux, disons ça comme ça, peut faire en sorte qu'on recule systématiquement. La peur d'avoir à confronter de manifestations, la peur d'avoir mauvaise réputation pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, qu'en sais-je, ça fait en sorte que la pression de la foule nouvelle, la foule virtuelle, mais qui devient quelquefois la foule très concrète, on le voit dans les universités, dans les manifestations, on le voit un peu partout. La peur de tout ça fait en sorte qu'on préfère s'aplatir. Et pourtant, si on fait une histoire de la liberté intellectuelle et politique, c'est une histoire de gens courageux qui qui s'entêtent à dire leur vérité, ce à quoi ils croient, même devant ceux qui cherchent à les humilier, à les casser, à les bannir, à provoquer leur mort sociale, ou quelquefois plus. Tu me connais, hein, chaque affaire me fait penser à un film. Là, j'ai en tête, lorsque tu parles de ça, le film Le Jouet avec Pierre Richard, où Pierre Richard il travaille dans un bureau et c'est l'employé qui est toujours en train de plier l'échine, de toujours dire oui au patron. Et à un moment donné, son patron l'invite, le demande de venir dans son bureau. Et là, le patron lui dit « Déshabillez-vous ». Et là, Pierre Richard dit « Quoi, pardon ?» Il dit « Déshabillez-vous, je suis votre patron, je vous le demande ». Et le gars commence à se déshabiller. Et là, son patron lui dit « Arrêtez. Qui est un monstre? Moi qui vous demande de vous déshabiller ou vous qui acceptez? » C'est ça la question, là. C'est vraiment ça. Tu sais, les jeunes radicaux qui nous demandent de nous censurer, mais si nous acceptons leur demande et si nous nous censurons, c'est nous les imbéciles. Ouais, moi j'ai vu passer un restaurateur montréalais. J'ai lu la nouvelle sans voir la vidéo parce qu'elle était déjà retirée. Un restaurateur montréalais s'est apparemment moqué de l'appropriation culturelle en cuisine il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, les petits woke énervés, hein, les indignés professionnels, les offusqués diplômés, ça on va dire terrible, racisme. Et le restaurateur décide de reculer. Il décide de raser les murs, décide de se cacher. Bon, on peut comprendre que un homme d'affaires veuille éviter d'avoir une controverse, j'essaie de comprendre, mais il aurait pu aussi dire, alors, je m'excuse, bande de petits excités fous furieux, mais on peut faire des blagues, l'humour n'est pas interdit, votre indignation ne sera pas la loi. Or, c'est vers ça qu'on est. Et je pense que de ce point de vue, le courage de quelques personnes peut être inspirant. Alors, quand on voit une personne se tenir, quand on en voit une autre se tenir, et là, ça peut donner du courage à ceux qui discrètement chuchotaient leurs convictions à leur épouse sans oser les dire publiquement. Et ça, je pense que de ce point de vue, il faudrait, comme j'aime le dire, avoir une agence de location de colonne vertébrale. On ferait fortune. Oui, tout à fait. Il en manque énormément. Je pense à Louis-Jean Cormier, le chanteur, l'auteur-compositeur, qui avait dit, parce que là, on voulait faire des festivals seulement des chanteurs et seulement des filles qui auraient pu assister à ces concerts-là, des concerts pour femmes seulement. Et Louis-Jean Cormier a dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, le sexe des gens qui performent, on s'en fout totalement. Et il s'est fait tellement tomber dessus qu'il a demandé pardon. Il a mis le genou à terre, puis il a demandé pardon, ma tante. Si je me trompe pas, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire c'était à propos de la parité dans la composition de ces équipes de tournée. Et effectivement, donc il dit qu'il est pas pour ça parce qu'il prend les meilleurs, hommes, femmes, on s'en contrefiche. Et là, effectivement, le système lui tombe dessus en moins de 24 heures. Et là, c'est presque une formule rituelle aujourd'hui quand on transgresse, quand on blasphème. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'excuse, je me rends compte qu'en tant qu'homme blanc hétérosexuel, j'ai eu tort de faire ça. J'aurais pas dû, je vais me tourner vers mes amis femmes et féministes qui vont m'éclairer sur mes propres privilèges d'homme blanc et je me corrigerai pour ne plus répéter une chose semblable à l'avenir. Et ça, on l'a vu beaucoup depuis le mois de juin aussi, avec les manifestations. Beaucoup de personnes qui remettaient en question la notion de racisme systémique, le concept de privilège blanc, qui osaient prononcer le titre nègre blanc d'Amérique, s'excusaient ensuite, faisaient pénitence, demandaient pardon et ainsi de suite. Alors, moi, dans le cas de Louis-Jean Cormier, ce qui me brise le cœur, c'est que j'aime tellement cet artiste que je n'aime pas le critiquer. Mais je ne peux m'empêcher de dire que c'est une scène assez révélatrice, tout comme pour Robert Lepage, qui a fait la même chose. Oui. Il s'est excusé en Noël et le jour de l'an en disant j'aurais pas dû et puis je me suis mis à l'écoute des militants. Finalement, c'est pas des radicaux qu'on dit. Puis je les remercie de m'avoir éclairé. Donc on est finalement dans le zéro et l'infini, Darkness at Noon d'Arthur Koestler. C'est le procès kesslerien qui revient à la mode. Mais ils ont peur de quoi? Je veux dire, Robert Lepage, il travaille, il est booké pour les 10 prochaines années. Toutes les portes lui sont ouvertes, que tous les plus grands opéras, tout ça. Il a peur de quoi?
Alors moi, j'ai une double hypothèse. Je pense que l'hypothèse 1, c'est qu'ils ont peur de ne plus être de gauche. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui se voit de gauche puis qui sent qu'il sera plus de gauche, je crois qu'il y a un élément traumatique là-dedans. Donc parce que moi, je vais me répéter, il ne suffit pas d'être de gauche, il faut le rester. Et ça, c'est plus compliqué. Autrement dit, il faut toujours se soumettre aux nouvelles innovations idéologiques de la gauche radicale. Puis un autre élément qui compte aussi, je crois, c'est que dans le milieu de la culture où la réputation tient pour beaucoup, si on se fait coller une réputation de raciste ou de sexiste ou de transphobe, qu'en sais-je, par les militants radicaux, et que cette réputation-là, à cause de l'effet de contamination des médias sociaux, nous colle à la peau, eh bien, je crois qu'on peut voir des carrières s'effondrer assez rapidement. En l'espace de quelques jours, quelques semaines, on peut passer de héros à zéro, on peut être banni, on peut être proscrit, on peut être liquidé symboliquement. Alors, je pense qu'il y a cette peur d'avoir mauvaise réputation fait en sorte qu'on décide de donner des gages aux nouvelles autorités morales. Le problème, c'est que les nouvelles autorités morales, c'est plus l'Église catholique d'hier, c'est pas l'Église orthodoxe, c'est pas les églises protestantes, c'est les woke installés dans leurs universités et dans leurs tribunes médiatiques. Et en terminant, Mathieu, il y a eu un sondage en France et finalement les résultats du sondage prouvent que ce sont les jeunes qui sont les moins charlés, ce sont les jeunes qui ont le plus peur de froisser les susceptibilités et qui associent critique de la religion à racisme. Est-ce que ça te surprend? Ça ne me surprend pas, mais ça me désole néanmoins. C'est-à-dire qu'on est avec une nouvelle génération, pour prendre la formule de Caroline Fourest, c'est génération offusquée, on est avec une nouvelle génération qui a été conditionnée à cette idée que critiquer telle ou telle identité, telle ou telle religion, c'est s'en prendre à l'intime, c'est vexer quelqu'un ou c'est l'humilier, en fait c'est faire un discours offensant, c'est un discours qui est haineux. Donc, on est d'une génération qui, psychologiquement, intériorise tout le dispositif du politiquement correct et qui n'imagine pas le monde autrement qu'à travers ces catégories-là. Donc, je ne suis pas surpris. J'en suis néanmoins très inquiet parce qu'à travers ça, ce qui se perd, c'est non seulement les libertés publiques, mais plus encore l'esprit de liberté auquel nous devrions tenir. Et c'est ça qu'on est en train de perdre en ce moment. En tout cas, merci pour ton courage et ta franchise. Vraiment, tu lâches pas et j'invite les gens à lire ta chronique excellente. La génération woke n'est pas charlée. On pourrait dire n'est malheureusement pas charlée. Merci. Bonne journée, Mathieu. Merci beaucoup. Cet été, avec les CPG de RBC, protégez votre argent comme vous vous protégez du soleil. Pour découvrir les options de CPG qui conviennent le mieux à vos besoins et profiter d'une offre exclusive au Québec, parlez à un conseiller RBC dès aujourd'hui ou allez à rbc.com/protéger votre argent. Certaines conditions s'appliquent.